Si on n'arrange pas cette route, parce que je vous dis, les autres là risquent de partir vers le port de Téma. D'autres risquent de repartir, comme je l'ai dit, si les relations sont bonnes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, le Togo risque de perdre. Donc il faut que le Togo aille vite. Vous voyez aujourd'hui, si le Niger a des problèmes avec le Bénin, on ne sait pas. Si Ouadani vient aujourd'hui, le président Ouadani reprend le pont entre Tiani et lui, mais vous voyez finalement, l'axe du port de Cotonou sera également ouvert aux Nigériens. Vous voyez, donc il est important aujourd'hui, c'est vrai que le Togo est en train de donner des facilités à ces pays, mais il faut que le Togo puisse revoir les axes routiers qui relient effectivement ces pays. Parce que c'est un autre problème. Quand vous prenez par exemple le port de Téma, pour aller par exemple le Burkina, c'est plus proche. Vous prenez par exemple le Bénin, pour aller vers le Niger, même le Burkina Faso. Les gens passent par Nassi Tengou, prendre la route de Djougou et rentrer vers Kanté, et ils vont au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, c'est parce que la relation entre Tiani et les autres ne sont pas au bon fil. C'est pourquoi pour le moment, le Togo est gagnant dans cette île. Donc, il faudrait que le Togo, au niveau des infrastructures, mette le boucher double. Oui, rapidement, oui, on dit souvent, gouverneur, c'est prévoir. Vous savez, quel que soit ce qu'on dit et ce qu'on dira, et les relations tendues entre les pays du Sahel et les autres pays côtiers tels que comment l'appelle-t-on, le Bénin, ça ne sera pas une situation éternelle. Un jour viendra et ils finiront par voilà, et être en bon terme. Donc, le Togo doit se préparer en conséquence en se disant que ce dont nous bénéficions aujourd'hui ne sera pas éternel. Donc, il faut toujours chercher les plans B. Il y a beaucoup de choses qui finiront par transiter par la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Nigeria, etc. Donc, cette situation, on peut tout dire, elle ne sera pas éternelle. Donc, autant se préparer sur tous les plans que de compter sur le transit des pays du Sahel. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle un peu alors de cet article de Liberté Gossom. Vous écrivez aujourd'hui 2 blocs de l'opposition togolaise pour le même combat. 2 points, vous écrivez, l'union est-elle vraiment impossible? En parlant alors de l'union de l'opposition, bien sûr, vous posez la question de savoir est-ce que cette union est impossible, tandis qu'il y a aujourd'hui 2 blocs qui sont là pour le même combat. La question vaut le détour. Quand on sait que de par le passé, on a déjà eu à assister à cet état de fait. Malheureusement, la suite a donné ce que chacun sait. Et donc, ça aurait été ma personne, je serais même allé au-delà pour parler de fusion. Parce que quand on dit union, ça veut dire que chacun garde son indépendance, ses entités. Le passé doit nous renseigner pour pouvoir être en phase avec la nouvelle constitution et avoir des chances de pas faire vaciller, mais de secouer le cocotier du conseil, de la présidente du conseil. Il faut un regroupement ou une fusion plutôt qu'une union. Une union, ça se casse très vite. Mais quand on parle de fusion, ça veut dire qu'on n'entendra plus parler du nom de tel parti, du nom de tel parti. Non, ça sera une seule chose avec un récépissé en bonne et due forme pour que demain, on n'entende pas dire ce parti se retire de cette fusion. Mais si c'est une union, le parti peut se retirer. Mais ils ont formé 2 blocs. On croise les doigts pour que les semaines et mois à venir, on n'entende parler que d'un seul regroupement. Est-ce que vous avez justement au regard du cheminement que présente justement cette opposition togolaise, est-ce que vous avez l'impression que ce serait possible, cette fusion dont parle Gossom? D'abord, il y a une chose, j'avais dit dans ce studio qu'il était très compliqué, voire impossible d'être opposant au Togo dans les circonstances actuelles. Je maintiens cette déclaration et cette analyse et je voudrais peut-être, pour qui veut comprendre, continuer à détailler. Quand cela le tient, je renchéris aujourd'hui, je dis j'ai l'impression on en demande trop à cette opposition. On en demande trop aux opposants togolais. C'est-à-dire que si quelque chose doit changer dans le pays, il faut seulement que des opposants agissent pour que les choses changent. Non, c'est pas comme ça se fait ailleurs. Vous avez, je vous répète encore, vous avez des gens qu'on a contraints à l'opposition et qui sont réduits à l'opposition depuis plus de 30 ans. Pour ne pas parler de 35 ans, 36 ans. Et ils y sont. Ils sont pas des chefs d'entreprise, ceux qui ont tenté, on sait tout ce qui leur est arrivé, donc ils n'ont pas de l'argent, ils ne sont pas riches, ils ne sont rien. Et c'est à ces gens-là qu'on exige un certain nombre, même jusqu'au sacrifice, peut-être le suprême,
pour que quelque chose change dans le Togo. J'ai l'impression que nous, Togolais, des fois, nous sommes assez pas justes envers ces messieurs. Est-ce que vous prenez, nous parlons d'un régime parlementaire au Togo aujourd'hui. Est-ce que dans tous les régimes parlementaires, vous avez une fois entendu parler de fusion de l'opposition quelque part? Vous avez une fois entendu parler de union de l'opposition quelque part? De fusion de l'opposition? Non, je sais pas. L'analyse au regard des faits est assez juste. Mais je parle de, si nous faisons quelque chose que nous avons vu quelque part, qu'est-ce que les autres font là-bas en ce qui concerne les autres? Mais est-ce que le cas togolais n'est pas particulier? Mais pourquoi le cas togolais devrait être particulier? À chaque fois qu'on évoque le Togo, pourquoi est-ce que le cas togolais devrait être particulier? Le cas togolais ne devrait pas être particulier en réalité. Parce que si nous voulons faire un régime parlementaire, ben allons jusqu'au bout. On en a parlé la dernière fois dans ce sujet. Quand on revoit la charte des partis politiques, après discussion avec toutes les entités, quand on revoit la charte des partis politiques, on se dit, ok, vu ce que nous venons de mettre en place au regard de la nouvelle constitution, nous voulons seulement peut-être pour l'efficacité de l'action politique dans le pays ou de la vie politique, nous voulons peut-être de 3 partis politiques, 4 partis politiques, où on veut faire le parti unique. Il faut être clair dans les démarches. Et là, on revoit la charte des partis politiques. Mais si la charte des partis politiques est restée telle qu'elle est actuellement, autant pour moi, avec des partis fantômes, des partis qui n'existent pas, qui n'ont jamais fonctionné, mais qu'on gonfle, qui permettent juste de gonfler la liste pour dire, ah, l'opposition, elle s'est divisée, elle ne comprend, elle n'est pas sérieuse, parce qu'on a 127 partis politiques contre le seul parti au pouvoir, sachant pertinemment, nous tous, nous sommes journalistes, si on veut qu'on compte aujourd'hui des partis politiques actifs au Togo, à peine nous irons à 20, à peine nous irons à 20, trouver 20 partis politiques. Même c'est trop dit là. Oui, qui sont vraiment actifs et qui fonctionnent. À peine on ira à ce nombre-là. Mais tout le temps, pour discréditer cette opposition, on dit on a 127 partis politiques contre unis. Mais c'est ça le problème. Pourquoi est-ce que seulement il faut lui demander tel effort? Il faut que les textes clarifient les choses. Si les textes imposent aujourd'hui aux partis de se fondre les uns avec les autres, je pense qu'ils iront. Mais si la charte reste telle et les textes sont comme ça veut dire que si ça profite à quelqu'un, ça va continuer à profiter à celui-là. Mais c'est juste dommage qu'on n'ait pas trouvé d'alternative et d'alternative à c'est un sujet qui intéresse beaucoup Didier, ça je le sais. Vous savez, il y a un ministre qui avait laissé entendre qu'il souhaiterait qu'il y ait à peine 7 organes de presse au Togo et ça fonctionnerait mieux. Au regard de toutes les analyses qu'il avait développées. Vous savez, au Togo, j'avais donné déjà ma position le lundi passé, il y a 8 jours. Et en matière de partis politiques de l'opposition, fusion ou union, ça c'est une chose très compliquée. De toute façon, si on veut s'aligner sur cette trajectoire-là, il y a déjà un parti politique qui s'appelle l'Union pour la République. Donc d'autres ne viendront que s'unir pour continuer. D'autre part, c'est que si on veut être sérieux en matière de partis politiques, il faut revoir les chartes. Parce qu'on laisse vivre des partis politiques qui ne vivent pas. C'est ça qui fait qu'on dise qu'on a 120 partis politiques de l'opposition. Et ça, il ne faut même pas t'en prendre à quelqu'un. C'est parce qu'on laisse vivre des partis qui sont morts. Il faut revoir les chartes pour dire, par exemple, un parti politique, qu'il soit parti politique au pouvoir ou parti politique de l'opposition, qui n'a pas... Pour transiter vers le Burkina, ça ne sait pas faire. Si on n'arrange pas cette route, Pascal, je vous dis, les autres risquent de partir vers le port de Téma. D'autres risquent de repartir, comme je l'ai dit, si les relations sont bonnes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, le Togo risque de perdre. Donc il faut que le Togo aille vite. Vous voyez aujourd'hui, si le Niger a des problèmes avec le Bénin, on ne sait pas. Si Ouadani vient aujourd'hui, le président Ouadani reprend le pont entre Tiani et lui, mais vous voyez finalement, l'axe du port de Cotonou sera également ouvert aux Nigériens. Vous voyez donc, il est important aujourd'hui, c'est vrai que le Togo est en train quand l'État se tait, la tête se tait, mais finalement, on va où, Pascal? D'accord. Oui, pour le moment, la solution n'a pas encore été trouvée pour la sécurité ou pour l'électricité, mais il y a l'État qui est en train alors de trouver une solution alors pour les pays du Sahel. Et vous vous souvenez que déjà le samedi dernier, il y a eu une rencontre, une réunion de haut niveau. C'est vrai, il y a la capitale togolaise qui a accueilli samedi une réunion de haut niveau consacrée à la présentation de la nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel. Et alors placée sous la houlette alors du chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet. Cette session technique a réuni des acteurs de premier plan dont Omar Touré
Lassana Kouyaté, ainsi que les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des États du Sahel. Et la nouvelle stratégie du Togo s'articule autour de 5 axes prioritaires. C'est ce que je lis, bien sûr, dans votre article publié aujourd'hui. Le renforcement du dialogue politique avec les États sahéliens, la lutte contre le terrorisme, la promotion de l'intégration des peuples, le développement économique partagé, ainsi que l'éducation et la formation. Alors, on trouve là, oui, on voit juste là que le Togo est en train de trouver la solution, alors pour les États du Sahel. Là, ça veut dire que l'AES, ça tient à cœur au Togo. Oui, ben, c'est ce que tu dis. L'AES tient à cœur au Togo. Une fois que nous lisons les déclarations des autorités togolaises, notamment du ministre togolais des Affaires étrangères, on sait, et on se rend compte que le Togo ne veut pas lâcher l'AES et que le Togo, voilà, à défaut d'être un membre de l'AES, le Togo a choisi pratiquement le camp de l'AES. Et j'ai écouté le ministre dire ce week-end que le Togo est et sera toujours du côté donc de ses frères de l'AES, et c'est clair là-dessus. Et c'est clair là-dessus, comme tu dis, le Sahel, on sait que le Sahel était un problème. C'est une zone à problème depuis les fondements de la Libye et depuis le début de ce que nous appelons aujourd'hui l'insécurité, donc le terrorisme, au Mali d'abord et ensuite dans les autres pays. Le Togo avait déjà lancé une initiative pour le Sahel en 2018, si je me trompe. Et donc ça a été déjà une première lecture de se dire quel moyen, quelle stratégie mettre en place pour ne pas être absent dans ce qui se fait au niveau du Sahel et pour naturellement qui deviendrait un problème, et qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre, quelle stratégie déployer pour justement trouver une solution à ce qui se passe dans la zone là-bas. Et on a vu avec les évolutions dernièrement, la sortie de ces 3 pays de la CEDEAO, la création donc de cette confédération-là, qui aujourd'hui se veut l'alter ego de la CEDEAO de l'autre côté, donc il fallait dialoguer entité, et le Togo qui est resté membre de la CEDEAO, mais est aussi beaucoup plus proche de l'AES que d'autres entités, veut essayer de... Mais c'est pas une position un peu ambiguë là. Mais bon, si ça permet à la diplomatie togolaise d'atteindre les résultats fixés, si ça permet aux dirigeants togolais d'atteindre leurs objectifs fixés en termes de diplomatie, dans les relations internationales, en termes même de géopolitique aujourd'hui, parce que c'est de cela qu'il s'agit aussi, il y a une question de positionnement géopolitique. Et donc si aujourd'hui cette position permet au Togo d'atteindre ces résultats en termes de diplomatie, en termes de géopolitique, tant mieux pour la diplomatie togolaise et pour les autorités togolaises également. Mais le bon sens, comme on le dit, voudrait que chacun clarifie clairement sa position. Mais dans le cas d'espèce entre la CEDEAO et l'AES, le Togo ne veut pas choisir de camp. Le Togo ne veut pas se positionner, mais en se positionnant autrement. Le Togo ne veut pas clairement se positionner, mais en se positionnant autrement. C'est-à-dire, là, nous avons écrit un article, j'avais écrit personnellement un article la dernière fois, là, de ne pas avoir à choisir en fait. C'est ce que le Togo essaye de développer dernièrement, de ne pas avoir à choisir entre qui que ce soit. Entre les États-Unis et la Russie, le Togo ne choisit pas, le Togo est avec tout le monde. Entre la CEDEAO et l'AES, le Togo ne veut pas choisir. Le Togo veut être avec tout le monde. Comme ils l'ont dit ce week-end, c'est une position qui permettrait d'offrir les missions de bon office en termes de dialogue, en termes de médiation, et donc pour ne pas avoir une part clivant. Mais ça, peut-être ça réussit actuellement, ça réussit aujourd'hui, ça réussira peut-être demain, mais est-ce que ça va réussir tous les jours? Parce qu'à un moment donné, quand les crises vont devenir de vraies crises, il va falloir également qu'on sache que qui est qui fait quoi, qui est avec qui. Parce que comme on dit souvent, l'ami de mon ami, vous savez déjà, mais l'ami de mon ennemi également, des fois, peut devenir mon ennemi. Tout le temps, c'est pas tout le temps que l'ami de mon ennemi peut ne pas être mon ennemi. C'est à cela que le Togo joue actuellement. L'ami de mon ennemi n'est pas forcément mon ennemi, il peut être mon collaborateur, mais est-ce que ça va marcher tout le temps? Voilà la grande question de ce positionnement et du Togo aujourd'hui sur la question du Sahel. Et c'est pas à nous de répondre ici. Comme je l'ai dit, pour le moment, ça permet peut-être d'avoir des résultats, mais à long terme, est-ce que ça permettrait d'avoir toujours les résultats? Et l'inquiétude derrière la question que je me pose aujourd'hui aussi, c'est peut-être que les acteurs qui tiennent aujourd'hui la diplomatie togolaise, le profil de ces acteurs-là peut permettre d'atteindre les résultats avec un positionnement pareil. Mais est-ce que demain, quand les acteurs vont changer en termes de diplomatie, en termes d'un certain nombre de leviers, est-ce qu'on peut continuer à avoir
le même résultat avec un positionnement qui peut paraître aussi ambigu en termes de relations internationales. D'accord. Gasson, vous choisissez un autre angle hein, de cette réunion de haut niveau. Vous écrivez nouvelle stratégie du Togo pour le Sahel, un discours imposé aux représentants du Niger par Robert Doucet. C'est bien ça? C'est ce que tu as lu. Bien sûr. Donc, c'est ça. Pascal, je ne sais pas si je dois l'appeler fiente. Le caca de lézard. Habituellement, c'est de couleur noire. Mais trop souvent, il y a un blanc qui s'y ajoute. Ce qui fait qu'on ne le voit plus en noir. La diplomatie togolaise, quelque belle que soient ses intentions, a montré une face peu glorieuse lors de cette réunion. Et moi, je veux d'abord louer le courage du ministre des Affaires étrangères du Niger. À la première lecture, on penserait il serait un béni oui-oui. Mais ce qu'il a prononcé à la fin du discours rebat les cartes et démontre qu'il a désavoué son hôte. Il est étranger au Togo. Donc il s'est exécuté, mais à la fin, il a eu le courage de dire que ce qu'il a eu à lire ne provient pas de lui, qu'on le lui a imposé. Et le on, c'est M. Robert Doucet. C'est quand même, ça interpelle, Pascal. J'aime mon pays, le Togo. Je le dis, je le répète, j'aime mon pays. Mais quand certains de ses représentants en viennent à jeter sa face sur terre, par terre, je me sens interpellé, j'ai le droit de réagir. C'est quand même triste et honteux, pitoyable. Qu'un ministre du rang d'excellence se soit permis ce qu'on nous a tous appris la dernière fois, surtout quand le ministre des Affaires étrangères nigérien dit que c'est lui. L'assistance a compris à travers cet attonnement que ça ne vient pas de lui et que c'est son frère Robert Doucet qui le lui a imposé et qui découvrait la quintessence du discours en même temps que l'assistance. Mais Gasson, le ministre nigérien n'est pas un enfant. Excuse-moi, j'ai d'abord précisé que il est un autre, il est étranger en visite au Togo. Quand tu vas dans un pays et que les gens marchent sur la tête, tu es obligé de marcher sur la tête. Si tu veux repartir vivant. Donc, il a marché sur la tête. Mais à la fin, il a dit, on m'a dit de marcher sur la tête. C'est très courageux. Je ne sais pas si moi j'aurais pu le faire, mais je serais un Nigérien, je ferais le déplacement à l'aéroport pour le recevoir et lui dire merci. D'accord. Oui, n'oublions pas, j'allais oublier. En fait, la personne du ministre des Affaires étrangères, nous avons encore souvenance, en 2016, il s'était tellement illustré au niveau du CAMES pour question de plagiat. Et le CAMES, 3 ans plus tard, l'avait suspendu pour 1 an des activités de cette instance. C'est pour dire que, normalement, avec la répétition ou le cumul de pareils actes, il serait temps que le Togo ait un nouveau visage côté représentation diplomatique. D'accord. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous arrivez à comprendre ce rapprochement du Togo au pays alors du Sahel? Tout récemment, dans une interview que le président burkinabé a accordé à certains confrères, il est si bien revenu là-dessus. Donc, vous voyez, non pas ça, l'idée est importante aujourd'hui. Il était question également d'installer des centrales photovoltaïques au niveau des régions, ce qui a été fait. Bon, je crois que ceux qui voient un peu à l'intérieur du pays, on coupe, à l'intérieur on coupe, mais pas comme tout à Lomé ici. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai fait l'intérieur, là on coupe, mais ça ne dure pas trop comme à Lomé. À Lomé, c'est des heures, mais à l'intérieur, je vous dis que quand on coupe, peut-être si ça dure trop, c'est peut-être 30 à 45 minutes, mais après ça revient. Mais Lomé, quand on coupe à Lomé, on coupe par exemple à 18h, il faut attendre certains voilà, avant qu'ils puissent avoir l'électricité. Donc, comment l'intérieur a pu réussir? Donc, c'est des choses quand même qu'il faut essayer de voir. Si c'est ces centrales photovoltaïques qui ont par exemple atténué un peu la coupure de l'électricité à l'intérieur du pays, qu'on le fasse également à Lomé. Qu'on le fasse pour aider effectivement la population. Comme on le dit, parce que sans énergie, un pays ne peut pas se développer. Sans route, un pays ne peut pas se développer. Donc, c'est pour vous dire que tout marche de pair. Vous avez l'énergie, l'économie se développe. Parce que quand vous allez pour payer vos impôts, lorsqu'il n'y a pas, par exemple, l'électricité, lorsqu'il n'y a pas la connexion, vous voyez qu'également, c'est une perte pour l'État.
Et lorsque, par exemple, une femme qui est au bord de la rue ne peut pas vendre son jus, ne peut pas vendre son poisson, je ne vois pas comment les mairies peuvent aller également collecter les taxes au niveau, effectivement, de cette femme-là. Donc, je crois que tout marche de pair. Il faudrait aujourd'hui que le gouvernement se penche sérieusement sur ce problème, demander l'audit général de la société et voir ce qui ne va pas et essayer de remédier à ce problème. D'accord. Zé, qu'est-ce que vous pensez alors du sujet? C'est vrai que à un moment donné, même on est un peu lassé alors de parler toujours alors de ce problème, tandis que on ne voit toujours pas d'amélioration. Moi, j'ai arrêté de penser à la CET et à son problème. Je ne veux pas me torturer. Parce que la CET devient un trou en miniature. Le jour où vous essayez de comprendre la CET, vous allez comprendre tous les trous. Parce que c'est complexe. C'est complexe. En vrai, tout ce qu'on nous avait vendu comme projet, comme initiative au niveau de la CET, en temps normal, si les promesses étaient tenues, avec les projets qu'on nous avait vendus ici et là, depuis 2010, 11, 12 au moins, la question de l'estage serait naturellement derrière derrière nous, en fait. Je l'ai dit, les gens qui tout ça, ils parlaient de contrôle global, Kelly, Efficient Power, bon voilà, et bien d'autres projets qu'on a installés un peu partout. Mais pourquoi tout ça ne marche pas? Pourquoi, la grande question c'est ça, pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi on ne cherche pas à comprendre, peut-être au plus haut niveau, à comprendre pourquoi ça ne marche pas et pour savoir où se situe le véritable problème de la CET pour que, si décision à prendre pour régler le problème de façon efficiente, qu'on y arrive. Pourquoi on ne réagit pas? On va en finir d'en parler dans ce studio, mais une fois qu'on quittera ici, ben voilà, peut-être que pendant que nous parlons, en quittant la maison ce matin, c'est le délestage qui m'a chassé de la maison. Et je me suis dit, peut-être qu'au bureau, il y en a pas. Effectivement, au bureau, il y en a. Donc, quand on est en train de parler là comme ça, des gens n'ont pas de courant chez eux. Peut-être que là, on a commencé le débat. Certains, ils viennent de connaître le délestage. Donc, mais le problème, ça persiste, ça dure, ça devient, ça devient quelque chose de normal, de banal. Alors que, comme Jacques le dit, ça détruit l'activité économique. Ça détruit toute activité. Aujourd'hui, à Lomé, je ne sais pas quelle activité que vous menez et que vous n'avez pas besoin de l'électricité pour tourner. Bah, ici, ce n'est pas peut-être le solaire, on serait peut-être déjà coupé ici aussi et l'émission va s'arrêter. Donc la vie moderne, la vie urbaine aujourd'hui est devenue de façon que on ne peut plus rien faire sans électricité. Et la dernière fois, Julien parlait d'un phénomène dans les périphéries, de l'obscurité et tout ça. Même quand il y a l'électricité dans les périphéries, est-ce qu'il y a l'éclairage public? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas et ça pose un autre problème parce que les gens dans la périphérie, sur leur facture, on leur prélève l'éclairage public. Mais il n'y a pas, je ne sais pas si chez Julien, il y a au moins des lampadaires ou des ampoules, des lumières qui éclairent jusqu'à chez lui dans la périphérie. Alors que tout le temps que Julien va payer, je ne sais pas, le crédit peut payer pour son compteur, il paye pour l'éclairage public. Et ça aussi, c'est un autre débat. Je ne sais pas si les associations de consommateurs sont à l'écoute et doivent se saisir de ces questions aussi parce que nous ne pouvons pas payer pour une prestation dont on ne bénéficie pratiquement pas dans les périphéries, un peu partout. Même sur la route. Oui, mais des fois, même sur des grandes routes, on prélève. Nous a-t-on dit que c'est pour éclairer les routes? Oui. On nous prélève tout ça, mais vous passez sur la plupart des routes à Lomé aujourd'hui, il n'y a pas d'éclairage, donc d'éclairage public. Donc, c'est comme je dis, la CET est devenue un problème. Si vous cherchez à comprendre, c'est compliqué. C'est très complexe. D'accord. Mais c'est vrai que les conséquences sont là aujourd'hui, sur le plan économique et même surtout avec en ce temps de chaleur, on est obligé de rester peut-être alors dehors pour dormir. C'est aussi ça les situations que les gens vivent alors chez eux. Je veux juste faire une suggestion au gouvernement afin qu'il cesse d'embêter les populations. Cette affaire de taux d'électrification, je veux croire qu'on n'en entendra plus parler parce que si vous devez électrifier toutes les maisons, mais que à 50-60% du temps, on soit dans le noir, ce n'est plus de l'électrification, Pascal. C'est comme, je ne vais pas parler le mien ici, sinon j'allais utiliser l'expression de Isidore qui dit on va son petit son bébé n'agneau. Ce n'est pas sérieux. Je ne cesserai de le dire. Si, dans le dernier rapport de l'ITIE 2022, la subvention pour seulement 3 sociétés, WASEM, SCAN et SNPT, la subvention dépasse l'ensemble des dettes du Togo, du Bénin et du Niger envers le Nigeria. Nous sommes en 2022.
Qu'en sera-t-il en 2023, en 2024 et en 2025? Si je suis en train d'affabuler, nous invitons les responsables de la société à venir sur ce plateau pour édifier les titulaires. Parce que quand on dit ministre, la vraie définition, ça va dire serviteur du peuple. Ce ministre a l'obligation de rendre compte au peuple. Donc, qu'en est-il des DG et aux directeurs? Ils sont obligés de venir sur les plateaux, d'informer les citoyens. Quand on me dit que le DG de la CT est passé sur TVT, c'est encore de l'insulte. Parce que il est temps qu'on sache les médias, les canaux par lesquels l'information doit pouvoir bien parler, bien passer, excusez-moi. Donc, bref, je vais dire que les problèmes de la CT, qu'on ne vienne pas nous saouler pour dire qu'en avançant les problèmes techniques et autres. On peut pas le faire. Qu'est-ce que Kikili fait également? Donc, vous voyez, non, parce qu'il est important aujourd'hui, il était question également d'installer des centrales photovoltaïques au niveau des régions, ce qui a été fait. Bon, je crois que tous ceux qui vont un peu à l'intérieur du pays, on coupe, hein. À l'intérieur, on coupe. Mais pas comme tout à Lomé ici. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai fait l'intérieur, ça on coupe, mais ça ne dure pas trop comme à Lomé. À Lomé, c'est des heures, mais à l'intérieur,